Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus sur le 106,6 MHz. Il est 14h passé de 1 minute et vous êtes à l'écoute du magazine Derrière la vitrine, le magazine des organisations syndicales de l'Université de Lille 1, organisation syndicale des étudiants et des personnels de l'Université de Lille 1. Émission hebdomadaire depuis cette rentrée et consacrée évidemment à l'actualité des travailleurs et des étudiants des établissements d'enseignement supérieur de la région et plus particulièrement évidemment de cette grande université villeneuvoise qu'est l'université Lille 1 Sciences et Technologies pour donner son titre entier et complet. Je vous rappelle que c'est une émission animée par 3 organisations, on va dire aujourd'hui, donc Sud étudiants, CGT et FSU. On va commencer par un tour de table avec aujourd'hui autour de la table. Donc Chloé pour Sud étudiants. Aurélien, Sud Solidaire étudiant aussi. Moussa, donc FSU, qui a signé le RIFSEP. Jean-Marc pour la CGT, la FERCSUB CGT, la CGT des universités. Pas de micro. Et Benoît pour la FERCSUB CGT qui a donc voté contre le RIFSEP. Nous reviendrons sur cette déclaration un peu obscure pour nos chers auditeurs. Bien entendu, nous développerons le sujet et à quoi nous renvoyons. Au programme aujourd'hui, 2 sujets. Le premier, c'est la grande journée de mobilisation, de grève et d'action le 26 janvier dans les 3 versants de la fonction publique à l'appel de CGT, FO et Sud, enfin et Solidaire, avec la FSU qui nous expliquera sa position. Je crois que c'est aussi compliqué que sur le RIFSEP, mais ça tombe bien qu'il soit là. Et donc c'est ce mardi, avec un rassemblement, disons-le tout de suite, et dès aujourd'hui un rassemblement 11h place de la République et peut-être des convergences plus tard. Et donc nous expliquerons les raisons de cette action. Et le deuxième sujet, ça sera l'actualité plus précise à Lille 1, en particulier des derniers comités techniques, donc de tout ce qui décide de l'organisation collective du travail à l'université, à Lille 1 en particulier, et justement de ce RIFSEP qui est le nouveau régime indemnitaire qui s'appliquera à l'ensemble de la fonction publique d'État et qui est une attaque sans précédent contre cette construction extrêmement originale de l'après-guerre qu'on appelle le statut général de la fonction publique en France pour une fonction publique de carrière. Et ce nouveau régime indemnitaire constitue un coin très très dur contre cette fonction publique de carrière pour aller vers ce que l'on appelle plus couramment la fonction publique de métier qui est en vigueur en Grande-Bretagne en particulier et à une moindre échelle en Allemagne. Voilà, ce sera les 2 sujets je crois, c'est bien ça ? Tout à fait. Aux manettes aujourd'hui Benoît, c'est Benoît qui est à la technique et aux manettes, donc il fait à la fois l'animation et la technique, ce qui n'est pas une petite chose. D'autres sujets côté sud, non ? On peut avoir deux, trois autres choses à évoquer, mais on verra en fin d'émission. Ça sera les brèves de fin d'émission. Voilà. Également, j'aurai peut-être quelques petites informations à donner également. Mais on peut commencer par ces 2 sujets-là, oui. Ça marche. Donc le 26, donc on va déjà commencer l'appel, je l'ai dit, c'est 3 centrales syndicales, donc CGT, Force ouvrière, CGT, FO et Solidaire, dans son ensemble. C'est une journée contre les politiques d'austérité en général et en particulier toutes les attaques contre le service public. C'est bien ça ? J'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser la parole par exemple à Sud avant de... Non ? Ça va à peu près ? Donc nous on appelle aussi à la manif donc le 26. On va se retrouver à midi sur la grande place avec tout le monde et après on va partir en manif, on espère. Donc voilà. Je sais pas s'il faut que je rappelle la situation. Donc nous on s'occupe des étudiants et des étudiantes. Donc que je rappelle la situation qui est que de plus en plus d'étudiants, il y a énormément d'étudiants qui sont précaires, il y a des problèmes avec le Crous, il y a des problèmes pour des étudiants des étudiants étrangers par exemple qui peuvent pas s'inscrire à la fac. Il y a toujours moins de dotation de l'État pour les facs et les écoles. Et donc voilà, c'est pour ça que nous on est content de faire une manif unitaire avec Solidaire et notre union syndicale et avec d'autres syndicats. Parce que voilà, on est pour le mouvement social, tous unis. Ouais, voilà, du coup, on appelle nous à ce qu'il y ait un cortège étudiant, notamment avec l'Union des étudiants communistes et la CGT lycéens
lycéens et étudiants. Et voilà, on espère que la convergence de tous les cortèges se fera à midi à la Grand Place et qu'on sera le plus nombreux possible et plus nombreuses possible. Et juste pour rajouter sur les baisses de subventions, elles ont durement touché l'année dernière le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et puis notamment Lille, puisque quand le gouvernement a décidé de supprimer 100 millions de dotations aux universités, il y a 20 millions en moins qui sont allés à l'université d'Arras, il y a 8,7 millions en moins qui sont allés à l'université Lille 2, donc voilà, les étudiants de la région sont tout aussi concernés qu'ailleurs. Un petit mot pour rebondir sur cette dernière information, tout à fait juste, c'était en 2015. C'était le principe, le gouvernement avait décidé de faire payer les universités dites riches, entre d'énormes guillemets, pour financer, puisque à l'inverse, Lille 1 avait reçu un petit complément modeste pour aider les universités pauvres, entre grands guillemets. Et c'est vrai que dans la région, il y avait donc l'université d'Artois et l'université Lille 2 qui avaient été très extrêmement... qui avaient été beaucoup mises à contribution pour un tiers de la totalité du prélèvement national, alors même que dans la région, et c'est un chiffre qu'il faut garder, nous sommes la région où il y a le plus faible taux d'encadrement en France dans les universités, bien entendu, où les délégations CNRS sont les plus modestes, c'est-à-dire où il y a le moins d'investissement, à la fois dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. C'est là qui, ramené au nombre de la population, l'État met beaucoup moins d'argent dans le Nord-Pas-de-Calais que partout ailleurs sur le territoire, si on ramène ça à l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment une université qui, au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche, est depuis des décennies, déjà extrêmement sinistrée, et on avait remis une couche cette fois-là. Voilà, et chez les étudiants, parmi les plus hauts taux de boursiers en France aussi. En partie, oui, tout à fait. Oui, c'est important de le rappeler. Pour dire qu'en fait, on peut voir en termes d'enjeux d'un service public, d'enseignement supérieur de recherche, ouvert à tous et émancipateur, le Nord-Pas-de-Calais, à ce titre-là, est un enjeu qui pourrait être l'objet de décisions politiques extrêmement fortes pour dire, effectivement, c'est une région qui est sinistrée depuis 30 ans, la fermeture des mines et autres, et donc on veut, justement pour donner le renouveau, bien former le maximum de jeunes étudiants, en particulier dans les milieux les plus défavorisés, qui doivent eux aussi accéder à l'émancipation par la connaissance et par l'enseignement supérieur. Voilà. Côté FSU, alors, un éclaircissement sur la position du 26 ? Écoute, le SNESUP appelle, je crois, de toute façon. Oui, c'est un peu compliqué, mais le SNESUP, en tout cas, localement, le SNESUP au niveau national appelle à cette journée donc, d'action du 26 janvier 2016. Bien sûr, nous, au niveau lillois, à l'Université de Lille 1, donc, nous appelons également nos collègues à se joindre à nous et à participer à ce mouvement revendicatif. Tu m'entends très mal. C'est mal. Il y a un petit peu. On va détailler les raisons, peut-être un peu comme. Enfin, là, on a eu sur quel type de revendication côté étudiant, côté donc usager, si je puis dire, et aussi, évidemment, là, la convergence des luttes, c'est toujours important sur ces questions. Côté travailleurs, et travailleurs de la fonction publique en particulier, il y a plusieurs points d'achoppement depuis fort longtemps. L'un des plus symboliques, c'est évidemment le gel du point d'indice depuis 2010, voire même depuis 2009, si je puis dire, puisque suite de la réparation 2010, c'était déjà symbolique. Ça va faire donc 6 ans. 6 ans de gel, c'est du jamais vu dans la fonction publique. Et que globalement, depuis 2000, entre 2000 et 2010, le point d'indice avait dû augmenter de 2% ou 3% au total, c'est-à-dire extrêmement peu. Ce qui fait que la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires depuis 2000, depuis 15 ans donc, est colossale. Elle s'élève à environ 15% de baisse de pouvoir d'achat, ce qui représente, rappelons-le, entre 200 et 600 euros par mois de baisse de salaire, selon qu'on est dans les petites catégories ou les catégories les plus favorisées ou celles qui ont le plus gros salaire, d'un facteur 3 à peu près. C'est l'ordre de grandeur de variation des salaires dans la fonction publique, ce qui est, on le conçoit aisément, absolument colossal. C'est environ 400 euros en moyenne pour l'ensemble des fonctionnaires de perte de pouvoir d'achat. C'est la première raison. Après, on peut ajouter, évidemment, on en a parlé, ce RIFSEP et donc cette révision en profondeur de la politique indemnitaire. Donc c'est toutes les primes. C'est l'occasion, et après je laisse la parole autour de la table, mais de rappeler que dans le traitement des fonctionnaires, le traitement indiciaire, malheureusement, ne représente que 70 à 80% du salaire complet. Le reste étant des primes.
parce que le salaire va diminuant. Ces primes ont la particularité de ne pas compter pour la pension, pour la retraite des fonctionnaires, donc c'est assez gênant. Par contre, c'est ce qui permet de montrer un salaire raisonnable et pour beaucoup de fonctionnaires d'atteindre difficilement le SMIC. Et ces niveaux de primes, habituellement, étaient distribués selon le même principe général de la fonction publique par catégorie, par corps et par grade. Or là, le RIFSEP va distribuer les niveaux de primes, les primes par métier. Donc il y aura des métiers qui toucheront plus d'argent que d'autres métiers, et par manière de servir, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y aura les agents qui serviront bien et qui auront plus de primes que les agents qui servent moins bien, qui auront moins de primes. C'est ce qu'on appelle le mérite, c'est ça, entre guillemets. Le mérite étant mis entre guillemets, bien sûr. Sarkozy appelait ça la prime fonction résultat, en effet, mais comme ce sont les... non, pas les... comment on pourrait les appeler? Comme c'est Hollande et Valls qui sont au pouvoir, eh bien, ils ont appelé ça le RIFSEP, un truc absolument incompréhensible, qui veut dire régime indemnitaire fonction... suggestion, merci, expertise et performance, non, c'est pas performance, propreté, pédagogie, non, ça n'a rien à voir avec la pédagogie. Et donc ce régime est en train d'être déployé à marche forcée. Le Conseil supérieur de la fonction publique en 2014 avait voté à l'unanimité moins une abstention contre, mais évidemment c'est un gouvernement qui ne refuse de discuter, qui refuse tout dialogue social, et donc il a continué en dépit de cette unanimité des représentants des travailleurs, et depuis ça se met en place, et accessoirement à l'université de Lille 1, ça va se mettre en place, puisque ça a été non pas adopté mais soumis pour avis au comité technique à l'université de Lille 1. Et là, Benoît, le résultat ? Le résultat, il me semble que c'était 5 votes contre, dont ceux de la CGT, et 5 abstentions. Donc voilà, il est évident que personne n'a voté pour. Donc ça va s'appliquer. Donc c'est la démocratie sociale. Rappelons-le quand même. Rappelons qu'il y aurait eu une abstention et 9 votes contre. Ça se serait appliqué aussi. La démocratie sociale, le dialogue social, c'est des mots, quoi. C'est cause toujours. Voilà. Effectivement. Le seul souci hier, visiblement, c'était de terminer à midi pour offrir une pause à tout le monde. Donc nous avons terminé à midi sans terminer l'ordre du jour, puisque voilà, c'était important de discuter RIFSEP, et voilà ce qu'il en est ressorti quand même. Ça a été une réunion un petit peu compliquée, parce que ce qui en est ressorti, c'est que l'administration nous a dit tout le long qu'il ne voulait pas individualiser les primes, donc qu'il ne faisait pas le RIFSEP. Effectivement, il y a des aménagements locaux qui ont été accordés en fait, mais n'empêche que quand on dit on personnalise pas, on individualise quand même au niveau des postes. Ces primes. Et donc derrière un poste, il y a une personne. Donc au final, on personnalise, et certains syndicats rentrent dans des débats qui ne devraient pas avoir lieu, c'est-à-dire quelle va être la prime, comment on va compenser la prime informatique. Ah oui, mais un tel, il va gagner moins. Mais non, on entraîne les syndicats dans un faux débat. Et c'est bien le piège qui avait été pourtant pointé par l'ensemble des organisations syndicales en amont, en fait. Et ça, c'est un petit peu triste à voir, en fait. Voilà. Alors pendant ce temps-là, quand même, peut-être une petite information pour nos amis qui nous écoutent. Pour la première fois, 1% de la population mondiale possède plus de richesses que les 99% restants. Alors, si vous n'avez pas bien compris, 62 individus, je dis bien 62, possèdent autant que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Ça, c'est issu d'un rapport d'une ONG donc, qui est spécialisée dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et pendant ce temps-là, notre syndicalisme mondial participe au Forum économique de Davos, c'est-à-dire le forum où sont réunis tous les grands décideurs de ce pays pour savoir comment ils peuvent encore plus exploiter ceux qui sont en incapacité de leur résister. Voilà un peu le petit mot que je voulais donner sur cette question-là. Il me semble important effectivement de
en ce moment de bien montrer que il faut résister, parce que sinon, bien sûr, on voit que l'appétit des voraces n'a pas de limite, et que les 62 vont peut-être se transformer en 31. Hein. Enfin, ils vont être divisés par 2. Et la population la plus pauvre va être doublée par 2. Oui. Juste pour rebondir là-dessus, ensuite, et également, et revenir au 26, oui, il y a, sur les inégalités et l'augmentation des inégalités, il y a 2 références. D'abord, il y a, la CGT a produit il y a 1 an et demi un petit opuscule dans le cadre de notre publication hebdomadaire régulière qui s'appelle la NVO, la Nouvelle Vie Ouvrière. C'était un NVO spécial qui était intitulé, c'était tout petit, on l'avait diffusé massivement, qui s'appelait Le coût du capital. Puisqu'on entend massivement le coût du travail. Oh, ma pauvre dame, si vous saviez le coût du travail en France. Les charges, mon pauvre ami, de charges. Les pauvres patrons. D'ailleurs, on est en train de pleurer sur les patrons maintenant, puisque Macron, semble-t-il, a dit qu'il pensait que les patrons souffraient plus en ce moment que les travailleurs, ce qui est quand même donne bien l'idée de ce gouvernement, enfin jusqu'où ils sont, mais c'était pas le sujet non plus. Donc ça, c'était intéressant, et justement c'était chiffré. Accessoirement, rappelons que dans cette publication de la CGT, de la Confédération, il y avait un économiste de Lille qui était intervenu, Laurent Cordonnier, pour préciser, chiffres à l'appui, comment on mesurait ce coût du capital qui allait les 30 dernières années, sur les 30 dernières années, enfin depuis entre 1980 et 2010, comment ce coût du capital avait énormément augmenté, et puisqu'il s'était accaparé plus de 10% de plus des richesses produites sur les 30 dernières années, ce qui est évidemment absolument colossal, hein, et ce qui explique aussi ce chiffre-là, puisque... Alors que la part dédiée au salaire, effectivement, va... Et donc forcément la part décroît, puisque ce qui va au capital ne va pas au travail. Hein. C'est évident qu'il n'y a pas rien de se perd, rien de se crée. Hein. L'argent ne travaille pas, rappelons-le, et que donc la richesse, soit ça va sur les travailleurs, soit ça va sur le capital, mais ça ne va pas aller, ça va nulle part ailleurs, c'est important de le rappeler. Donc ce qui va au capital ne va pas au travail. Ça, c'est une première référence. Une deuxième, il y a un gros bouquin par un économiste qui s'appelle Thomas Piketty, qui est assez intéressant, qui essaie de la chiffrer, cette augmentation de l'injustice sur les 30 dernières années. Ça s'appelle Le capital au XXIe siècle. Indépendamment des idées qu'il peut développer, il y a tout un travail de chiffrage et de données à partir des chiffres de plusieurs États et de plusieurs nations, donc des revenus de l'impôt sur le revenu justement, et des patrimoines via les notaires et autres, les chiffres des héritages, qui permettent de chiffrer précisément à la fois l'évolution du patrimoine et des revenus, et de chiffrer donc cette explosion de l'injustice. Et en particulier, il pointe aux États-Unis l'explosion phénoménale des très hauts salaires conduit justement à cette aberration complète que 62 individus totalisent autant de salaires que la moitié du reste de l'humanité. Et c'est évidemment quelque chose de profondément explosif. Oui, et alors pour revenir sur l'enseignement supérieur, parce que si effectivement 62 personnes arrivent à totaliser autant de richesses que le reste de la population, ben ces inégalités et ces disparités très importantes, on les retrouve aussi sur les facultés et sur les écoles, puisque certaines écoles sont capables de totaliser des subventions pour toutes les autres. Et voilà, je vais vous raconter une jolie petite histoire. Donc comment 2700 polytechniciens et polytechniciennes arrivent à avoir autant de subventions de la part du gouvernement que 1,5 million d'étudiants et d'étudiantes dans les facs. Ouais. Quoi. Et donc parce qu'en fait, en décembre, le gouvernement s'est engagé à doubler l'aide accordée à donc Polytechnique, qui est une école, on le sait, où il y a peu de personnes venant de milieux populaires qui entrent, puisque la sélection sociale se fait pour ces grandes écoles élitistes, et donc c'est pour ça qu'on est contre le mérite, je vous rappelle. Donc ça a fait une augmentation de 60 millions d'euros. Je t'en paierai un peu. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais on va... Voilà. Contre le fait de dire que tout est mérité, et que dire que... voilà. De ne pas nier le biais sociologique dans toute réussite sociale. Ça fait, évidemment. Donc voilà, c'est à peu près la somme qui correspond à l'augmentation du budget des universités françaises, donc de toutes les universités françaises, qui avait été annoncée par le CNESER dans la même semaine, qui était de 65 millions d'euros.
Donc voilà, on donne de l'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup et qui ont déjà des conditions d'études absolument fantastiques. Et pour faire le rapprochement avec ce qu'on disait juste avant, c'est que quelques mois avant, l'État ponctionnait 100 millions d'euros à tout un tas d'universités, et quelques mois après, ils en donnent 60 millions, et donc quand même 60% à une seule école. En fait, juste trois précisions sur cette information qui est en effet proprement scandaleuse et qui montre bien que c'est l'excellence, on arrose là où c'est mouillé. C'est un principe de base. C'est d'une part, en fait, c'est en 2014 effectivement le prélèvement là, spécifique sur les facs de 100 millions qu'on a pris d'un côté pour les donner de l'autre. Mais là, c'est bien 60 millions de plus pour Polytech. C'est l'accroissement, c'est pas le budget complet. Précision comme c'est un accroissement sur 5 ans prévu à Polytech, c'est sur 5 ans, alors que d'après le CNESER, le complément de 60 millions pour l'ensemble des autres de ce qui reste, donc l'ensemble des universités, c'est sur une année. Ceci dit, ce chiffre-là présenté au CNESER est débattu et on peut le contester parce que en fait des économistes alternatifs ont chiffré et ont jugé qu'il manquait 1 milliard au budget de l'enseignement supérieur de la recherche en France pour 2016. Donc on est très loin de 60 millions ici ou là. C'est-à-dire que dans ces façons de compter, le gouvernement a le chic de compter soit des choses qui existent déjà, de les compter 2 fois, 3 fois. Et donc là, il y a déjà une façon, dans la façon de présenter les chiffres, bien connue, c'est le propre d'aller fouiller dans un budget et d'aller comprendre là où il y a des choix politiques qui sont faits et qui sont cachés. Donc ça, c'est déjà le premier débat. Mais par contre, la réalité, en effet, c'est que cette décision prise à la surprise générale, très rapidement, de donner 60 millions en plus à Polytechnique, donc l'X qui se trouve à Palaiseau. C'est pas Polytech qui est ici. C'est pas Polytech Lille, c'est bien la grande école polytechnique a été prise à la surprise générale et effectivement il y a bien moins de 3000 étudiants à Polytechnique. Ceci dit, pour tempérer sur ce que tu disais sur le mérite, il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a 2 grandes écoles en France qui sont issues de la Révolution française. Donc d'abord il y a l'ENS, l'École nationale supérieure, puis Polytechnique qui a été plutôt sous Napoléon mais étendue. Et c'était le principe justement de la méritocratie plutôt que la noblesse. Rappelons que Polytechnique est une école militaire, donc c'est-à-dire qu'on y va et on sort officier et de fait on a un rapport avec l'armée. C'est la première spécificité. La deuxième, c'est qu'on est payé. Les étudiants sont payés quand ils sont à Polytechnique, comme les étudiants de l'ENS qui sont des salariés. Et c'était à la base, dans l'esprit des révolutionnaires du XVIIIe et du XIXe siècle en France, c'était justement pour garantir à tous l'accès à des études supérieures et non pas la réserver aux seuls nobles. C'est pour ça que c'est un peu l'histoire est plus riche et plus compliquée. On parle plus en termes de nobles et de pas nobles. Mais c'était pour balancer en fait l'influence de l'Église qui était très prépondérante à l'époque dans les universités. Hein. Donc il faut rappeler quand même dans le contexte que ces écoles d'ingénieurs ont été créées dans ce sens-là. Alors maintenant effectivement la déviation fait que maintenant la reproduction sociale, ça s'appelle. Voilà, oui, effectivement, nous sommes dans un système de reproduction sociale avéré. Hein, de toute façon on le sait que effectivement de fait même ceux qui rentrent à l'intérieur sont déjà des personnes qui sont issues de milieux favorisés ou des gens qui ont été qui ont fait partie de des niveaux supérieurs. Ce qu'il est important de rappeler également, c'est que dans ce système, c'est un système qui est complètement illisible à l'international en fait. Hein, ce système d'enseignement supérieur en France, parce que vous avez un système ambivalent entre d'une part des écoles d'ingénieurs et un système universitaire. Donc il y a vraiment un problème de lisibilité en fait, même au niveau international des formations universitaires. Ce que je voudrais souligner également, c'est que en fait, lorsqu'on regarde comment est dirigé le pays, on sait que la plupart de ceux qui dirigent, les dirigeants politiques sortent toujours, peuvent sortir de ces écoles. Effectivement, on parle de Polytechnique, mais il y a également en fait la grande école d'où sortent nos dirigeants politiques, c'est bien l'ENA, hein, donc et qui est aussi un milieu de reproduction sociale très avéré. Voilà. Alors, on peut peut-être faire une pause parce que j'aurais aimé faire une pause. Voilà, malheureusement, il y a une censure musicale cette semaine. Bon. C'est-à-dire qu'a priori, il y a une maintenance de l'appareil qui sert à diffuser la musique. Donc tu vas chanter une chanson. Non. J'allais te le proposer.
À défaut de chanter, ça va me permettre en tout cas, avant de donc on va continuer gentiment de rappeler les quelques revendications de la FERC-CGT, de la Fédération Enseignement Recherche Culture, de la CGT pour le 26, et en particulier une augmentation immédiate et uniforme de 400 € pour tous les fonctionnaires, donc près de 90 points d'indice pour tous. C'est ce qu'on revendique, c'est pour compenser partiellement la perte que j'évoquais tout à l'heure. Uniforme, c'est-à-dire que ce que j'ai juste raté un petit truc tout à l'heure par rapport au RIFZEP, c'est que les primes, donc c'est un système qui remplace les primes actuelles, toutes les primes actuelles, et donc dans ce nouveau système, on note que l'augmentation qui va être accordée aux catégories A sera plus élevée que celle qui sera accordée aux catégories C, qui elle-même sera un petit peu plus élevée que B, qui elle-même sera un petit peu plus élevée que celle accordée aux catégories C. Donc voilà, la revendication de la CGT donc pour le 26 et en général, c'est une augmentation uniforme, c'est-à-dire pour tous. Et je vais continuer justement. En effet, c'est bien 400 € uniformes pour tous. Plus, évidemment, dans ce cas-là, c'est pas les rattrapages sur les 15% qui nous manquent du point d'indice. Et là, qui conduira à des salaires, donc une augmentation qui sera liée au point d'indice et donc qui sera plus faible pour les petites catégories et plus élevée pour les grosses catégories, puisque c'est le principe de la répartition salariale dans la fonction publique, c'est en termes d'indice. Et plus on a un gros indice, plus on gagne. Voilà. Donc augmenter le point d'indice, ça veut dire on augmente un peu plus les gros salaires et un peu moins les petits salaires. C'est logique, c'est pour donner du sens à la carrière. Donc c'est bien 400 € de plus pour tous et 15% de plus d'augmentation. Ça n'est pas du tout du vol, c'est au contraire réclamer ce qui nous est dû. Et l'abandon également du RIFSEP et du PPCR, ce plan sur la carrière là, qui a été rejeté par 52% par un nombre des syndicats qui représentent 52% des fonctionnaires et qui malgré tout, contrairement à la loi, a été imposé de force par le Premier ministre Manuel Valls. Encore une fois, une belle illustration de son amour de la démocratie, et en particulier de la démocratie sociale. Donc après, on nous dit oui, mais le dialogue social, tout ça, en fait, clairement pour François Hollande et pour Manuel Valls, le dialogue social, c'est je vous invite à prendre le thé, on va parler de la pluie, du beau temps, mais c'est tout. Hein. Non, par contre, les salaires et les conditions de travail, il ne faut quand même pas exagérer. Ça n'est pas prévu. Voilà. Donc c'est pour ça que la CGT refuse le dialogue social et revendique, exige l'ouverture de négociations collectives immédiates. Le dialogue social, passer 1 heure à discuter de la pluie et du beau temps avec nos patrons ou nos dirigeants, ça n'a absolument aucun sens. On y va pour négocier et donc pour discuter, arracher, éventuellement s'entendre sur un consensus. C'est quelque chose qui est absolument concevable, mais certainement pas pour perdre son temps à discuter de tout et de rien sur le dos des travailleurs. Ok. Non, mais... Eh bien, nous allons continuer puisque le marathon continue. Ça tombe bien, nous avons des renforts qui arrivent autour de la table. Bonjour. Salut à tous. C'est Tristan. Tristan de l'étudiant. Je vous ai entendu parler de Manuel Valls. Est-ce que vous avez parlé de la déclaration du sieur Macron il n'y a pas longtemps? On l'a évoqué. Il en a beaucoup, hein, donc on ne sait plus où on en est là. Dans le concours. Je dis le sieur Macron parce que c'est quand même un monarchiste, le bonhomme. Quoi. Ah bon, je ne sais pas. Il avait dit qu'il fallait un roi pour la France. Donc, c'est quand même assez symptomatique de voir que c'est ce genre de personne qui nous dirige. Voilà. Mais sa déclaration, ça porte sur quoi Il expliquait qu'il fallait un exécutif fort et que du coup, il fallait un roi. Voilà. Mais c'est un peu ce qu'on a déjà. Le président un roi. Bon, il reste là que 5 ou 10 ans, mais déjà presque un monarque républicain. Oui. Enfin. C'est quand même assez exagéré de voir un ministre pareil qui est même pas, qui nous sort ce genre d'ânerie, quoi. Voilà. Moi, je croyais que tu allais parler du fait qu'il avait dit qu'il était plus difficile d'être entrepreneur que salarié. Oui, tout à fait. Voilà, enfin, ce genre de remarques, de mépris de classe affiché d'un ministre, enfin, c'est quand même assez, c'est assez symptomatique. On nous sort une gauche. Une gauche encore, on dirait un gros mot quand je dis gauche parce que vu la gauche que c'est, voilà. Enfin,
Non, mais c'est vrai que c'est assez génial de voir tout ce qui se passe sous un gouvernement qui veut défendre une étiquette socialiste entre les déclarations du ministre de l'économie et la politique qui est mise en place de manière générale, que ce soit sur le plan économique, puisqu'il y a eu encore des déclarations de François Hollande qui annonce qu'il y a une loi Macron 2 avec toute une sorte de... On va pouvoir prendre le bus. Une annonce, on va pouvoir reparler sur les 35 heures, etc. Et puis une politique sécuritaire sur l'état d'urgence, etc. qui ne cesse de s'aggraver, puisqu'on a tout le temps des nouvelles annonces, et c'est de pire en pire. Après l'état d'urgence, la première loi, sa constitutionnalisation, la déchéance de nationalité. Là, on apprenait, je sais plus, ces jours-ci, qu'ils pensaient à prolonger encore une fois l'état d'urgence de 3 mois jusqu'en mai. Ouais, jusqu'en mai, et peut-être, sachant qu'après il y aura l'euro. Je sais plus quand l'euro, je sais pas à quelle époque il y aura l'euro, donc on se demande s'ils vont pas prolonger non plus aussi pour l'euro. Football, faut préciser. Oui, l'euro. Tout le monde n'y est pas. Hein, l'euro 2016, voilà, de foot qui se passe à. L'euro, on l'a déjà. C'est ça. Je préciserai pas d'où, mais on l'a. Une précision sur le point de l'état d'urgence et le rappel d'une mobilisation, c'est le 30 janvier. Ouais. Il y a la Libre Pensée et quelques autres qui appellent à justement, et je pense la Ligue des droits de l'homme, c'est ça je le dis peut-être parce que j'ai pas le document sous la main, qui appelle à un rassemblement, à une protestation contre l'état d'urgence et contre ce régime absolument... Non pas, l'état d'urgence c'est un régime d'exception, et dès l'instant où on le prolonge, déjà 3 mois ça n'avait pas de sens, le prolonger encore, ça veut dire que ça devient un régime non plus d'exception, mais un régime standard. Or, par nature, ce régime d'exception limite de façon drastique les libertés individuelles, il faut quand même le préciser, et qui est encore mieux après dans la Constitution, me semble-t-il, ça s'appelle l'état de siège, c'est ça, je crois, où dans ce cas-là, le président prend tous les pouvoirs. Hein. C'est prévu dans la Constitution, donc petit à petit on y va. Alors là, ça va être magnifique, si le président prend tous les pouvoirs, ça veut dire qu'il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus rien, et on est en dictature. Voilà. Et plus personne, on ne peut plus discuter de ça. Quand vous voyez le texte de loi... Le texte de loi sur l'état d'urgence, il date des années 50. Il concerne encore le gouverneur d'Algérie pour la prise de pouvoir. Je suis allé voir sur les J-France il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est assez inquiétant, comme on dit. Il faut rappeler que l'état d'urgence, en fait, ou pas l'état de siège, mais l'état d'urgence avait été ressorti de ses archives par Dominique de Villepin à l'époque comment on appelle ça, des émeutes de 2005 dans les quartiers populaires en 2003, c'était en 2005. En 2005. Et donc, à l'époque déjà, on s'était posé la question de pourquoi un tel texte ressort, surtout qu'il concernait effectivement les événements, la guerre d'Algérie, en fait. Hein, c'était pendant pendant la période de la guerre d'Algérie que ce texte avait été pondu, en fait. Hein, et donc, c'est toujours le même texte. Ouais, je voulais vous rappeler que ce soir, à 18h30, il y a une réunion justement pour organiser cette mobilisation du 30 à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail de Filles, ouais. Voilà. Et du coup, le 30, ce sera, je sais pas si l'heure est déjà définie, mais ce sera probablement à 14h30 à République. À République, ouais, c'est ce que... C'est un collectif de personnes, d'associations, de syndicats qui s'est réuni pour... Collectif anti-guerre, il s'appelle. Anti-guerre, ouais, c'est ça. Qui prévoit aussi une journée... Alors plus festive, de conférences, de débats, de réflexions autour de ces différentes thématiques le 6 février, voilà. Et sinon, si on est toujours... Oh pardon, excusez-moi. Si on est toujours sur les rendez-vous militants, ce week-end, il y a une manif à Calais, le 21. 23. Le 23, samedi, excusez-moi. Après-demain, par rapport aux migrants, pour défendre un accès, humble aux migrants, enfin pour qu'ils aient vraiment pour qu'ils soient pris en charge vraiment par l'État, parce qu'en ce moment, leur camp, en fait, le camp des migrants est en train de se faire démanteler parce qu'ils vont rejoindre le camp en dur qui est en train d'être fabriqué par le gouvernement, donc. C'est un peu le bordel, on va dire, en ce moment. Donc, il y a des bus qui sont organisés par certains syndicats, notamment solidaires. Peut-être un peu de musique, c'est ça ? Peut-être un peu de musique. On a retrouvé de la musique. Et super. Voilà. Et on va écouter Pigalle. Pourquoi Pigalle ? Parce que j'aime bien. La salle du bar, c'est exactement. Les enfants du martyr, ouais. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs,
Y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum de voix. On éteint d'impact encore brûlant, de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Et oui, on est de retour, l'émission Derrière la vitrine sur Radio Campus 106.6. Et donc, c'est l'émission des syndicats de personnel et d'étudiants de l'université de Lille 1 et de Lille en général. Et donc, on voulait parler maintenant des vœux de nos présidents d'université qui auront lieu lundi. Mardi. Mardi, même le jour de la grève. Mardi, et ça tombe bien, ils pourront passer qui se battent, juste et il y en a avant. d'autres qui s'envoient des petits fours, c'est un choix de vie. Oui, non, la particularité de ces vœux, c'est que c'est l'écran. D'ordinaire, c'est une tradition qu'un chef d'établissement paye un coup à boire. En général, il y a très peu de personnel ou quelques étudiants, encore moins d'étudiants qui y vont. Mais ça se fait sur l'établissement, ça se fait à 16h. Il y a un petit discours de ça s'est fait, ça a beaucoup bougé, ça s'est fait à la maison des étudiants, ça a pu se faire à l'espace culture, ça s'est fait à l'ex-QEP au service de formation continue. Ça a bougé, c'est très bien. Il y a un petit discours d'une quinzaine de minutes du président qui dit que tout s'est bien passé l'année dernière et que ça va aller encore mieux l'année prochaine. Bon, c'est comme ça, c'est des vœux. Et puis après, chacun entre travailleurs, on boit un petit coup et puis et voilà, c'est comme ça que ça se passait. Mais cette année, c'est l'année de l'excellence. C'est l'année de l'IDEX, on l'a dit, c'est l'année... Et donc, qui dit excellence dit... il faut quand même que ça se voit. Changer de braquet. Changer de braquet, voilà. Et donc, l'élitisme ne connaissant pas de limite, et en dépit des suppressions de 50 postes pour 2016, nos trois présidents ont décidé de louer, puisque je pense que ça a un prix tout cela, nous ne connaissons pas le prix pour l'instant, nous le demanderons, nous n'aurons pas de réponse bien sûr, de louer les Beaux-Arts de Lille. Et de faire une visite, et puis un petit gueuleton. Alors, c'est plus à 16h, c'est plus sur l'heure du temps de travail, puisque l'apéritif dilatoire se passera, je crois, de 20h à 22h. C'est bien pour les travailleurs qui ont des marmots. C'est comme ça. Oui, vous comprendrez, maintenant, on fait des pinces-fesses à Lille. Et en soirée, avec une visite, je crois, du palais avant.
On n'a aucune idée du prix que ça coûte, et par contre, ben voilà, c'est le sens de tout cela. Des réactions peut-être. Ouais, moi, en tout cas, au niveau du prix, ça m'étonne pas. Hein. Je ne le connais pas. Bah, si le prix est excessif, ça m'étonne pas. En même temps, vu le prix qu'ils avaient déboursé pour créer le logo d'Université de Lille, plus de 40 000 € juste pour un seul logo. Moi, ça m'étonne pas qu'ils veuillent à tout prix faire rayonner l'Université de Lille au sein d'IDEX. Enfin, c'est. Oui, et puis c'est pas une première non plus. Il y a eu la soirée partenaire dernièrement pour faire les beaux yeux à toutes les grosses entreprises privées de la métropole, qui avait lieu également dans un bel écrin, l'Imaginarium. Tu peux nous redire là, le coût de la soirée partenaire, parce que là je pense que je ne sais plus exactement, mais aucun des travailleurs et encore moins de nos auditeurs n'ont la moindre idée. C'est l'université qui rinçait. C'est l'université qui rinçait et donc il y en avait pour ça se chiffrait en 10, 20 000, ouais, bref, je voudrais pas poser de problème à qui que ce soit, mais l'allocation du lieu, les 500 invités à rincer, à nourrir de 18h à 23h, oui, ça coûte cher en fait. Et donc c'est dans l'ensemble, l'université de Lille. Si c'est à ce prix-là, ça va nous coûter cher en fait. Si on s'organise une fête tous les 2 mois pour inviter l'ensemble des partenaires économiques, je mets des guillemets également, de la métropole, parce que partenaire, un partenariat c'est dans les deux sens, n'oublions pas. Ça va coûter très très cher et ça va être loin de faire des économies pour l'enseignement supérieur. Pour ce qui est des partenaires économiques, c'est censé être réciproque, mais c'est pas tout à fait dans ce qui est dans la formulation de Xavier Van den Driesch, justement dans cette rencontre des entreprises, puisqu'il a dit dans la président de Lille 2. Ouais. Président de Lille 2 et peut-être futur président de l'Université de Lille. Il a dit, nous voulons mettre l'expertise de l'Université de Lille à votre disposition en s'adressant aux entreprises. Du coup, c'est bien. C'est pas vraiment des négociations de réciprocité, puisque dans ce cas-là, c'est l'Université de Lille et du coup le service public en théorie, enfin du moins on l'espère encore pour un petit moment, qui se met à la disposition des entreprises qui voudront bien... les employeurs, précisons-le, l'entreprise c'est une notion un peu de collectif, puisqu'il y a aussi des travailleurs dans une entreprise, mais c'est bien à disposition des employeurs, et non pas des... Donc c'est les dirigeants en fait. Oui, dirigeants d'entreprise, des possédants, des patrons, pendant ce temps-là, à la faculté de sciences politiques de Lille 2, de sciences politiques et de droit, on coupe 27 000 € de fonds pour les dépenses courantes d'électricité, de tableaux, pour les lumières des amphis, etc. Ça, c'est notre section Lille 2 du syndicat sud étudiant qui l'a dénoncé, et du coup Van den Driesch continue à faire son zouave un peu. Oui, et qui a diffusé une pétition, le syndicat à Lille 2, qui essaye de mobiliser comme il peut les étudiants, et je crois aussi qu'une pétition doit circuler chez les enseignants, il me semble. Ouais, mais en même temps, il ferait mieux de s'occuper de son jardin avant d'essayer de faire de grands Manitou d'IDEX de Van den Driesch, quoi. C'est plus prestigieux. Rappelons, mais justement que ça c'est la réalité, et c'est pour cela que cette émission s'appelle Derrière la vitrine. C'est clair. Et ses vœux aux Beaux-Arts, évidemment, c'est la vitrine. C'est bien sûr la vitrine. Et cette vitrine, elle est de plus en plus belle. Les plaquettes sont de plus en plus cartonnées, sont de plus en plus brillantes. Les cartons d'invitation également. Tout cela, la vitrine, elle, a un budget qui ne cesse d'augmenter. Par contre, derrière la vitrine, l'arrière-boutique, c'est le quotidien des travailleurs, c'est le quotidien des usagers. Celui-là, il est de plus en plus caché. Il est de plus en plus occulté. On n'en parle pas. Il ne faut plus en parler. Ce que tu dis pour les Sciences Po à Lille 2, mais parlons de ce qui se passe à Lille 1. Nous sommes à Lille 1 ici. À Lille 1, en début d'année, pendant une semaine, il y a plusieurs bâtiments qui ont été privés d'eau, sans aucune réponse. Ça va recommencer. On est parti. On va parler de un jingle pour cela, ouais. Et voilà. C'était le jingle toilette. Le jingle toilette. Parce que il y a quand même des travailleurs, c'est encore fait de... Et des travailleuses. Et des travailleuses, oui, bien sûr. C'est la langue française. Évidemment, il y a tout le monde compris dedans. Et
pendant une semaine, il n'y a pas eu d'eau, sans que personne s'en émeuve. Donc il y avait des bâtiments d'enseignement, le P1, des bâtiments de travail, le P5 en particulier, et privé d'eau pendant une semaine, sans que personne ne se pose la question quelle est l'alternative, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, rien. Ce sont des questions que l'on ne pose plus. Et il n'y a, alors de toute façon, nous exigerons d'avoir les réponses, quel est l'enjeu, où sont les erreurs, d'avoir la reconstitution de l'arbre des causes pour un tel dysfonctionnement. Ça, c'est notre travail syndical. Nous en informerons les travailleurs. Mais voilà le quotidien de Lille 1. Et dans le même temps, rappelons-le, il y a plusieurs bâtiments où, faute d'isolation, faute de chauffage, faute de capteurs simplement, faute simplement de relier les capteurs de compatibilité entre capteurs de température et centrale, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de bureaux où la température de travail est extrêmement faible. C'est ça aussi le quotidien de travail. Tout à fait. Et c'est la réalité de beaucoup de travailleurs et malheureusement de beaucoup d'étudiants. Et ça, il ne faut plus en parler. Ça n'intéresse plus nos employeurs. Nos employeurs cachent cette réalité. Ils ne veulent plus voir que les petits fours aux Beaux-Arts. Je pense aux étudiants qui passent leur examen dans les je sais pas comment ça s'appelle, dans le gymnase à côté de La Valin, le Grémo, ouais, c'est ici ça, sur le campus Lille 1. Qui en gros m'expliquait, on en causait il y a pas longtemps, des potes de ma classe qui me disaient attendez, c'est gigantesque, tout le monde passe ses partiels ici et c'est pas chauffé quoi. Donc on passe nos examens dans des conditions de merde. Moi à Lille 3, quand j'étais à Lille 3 il y a 2 ans, j'ai passé un examen dans un amphi à moins 3 dehors comme maintenant, sans que ce soit chauffé avec mon manteau pour un examen de géographie. Enfin, il y a quand même un problème quoi, au niveau de la vitrine. Là. Tu t'arrêtes pas de parler de la vitrine, c'est normal quoi. Et du coup oui, c'est scandaleux. Et alors justement, on a retrouvé les chiffres sur la vitrine de l'IDEX et de l'Université de Lille. Alors, le logo de l'Université de Lille et toute la charte graphique, parce qu'on était allé rechercher les chiffres, parce qu'on s'était fait renvoyer dans les cordes dans un CA, parce qu'on avait dit que ça coûtait à peu près 60 000 euros, et on nous avait dit que non, pas du tout, c'était pas du tout ça le chiffre. Du coup, au CA d'après, on était revenu avec les vrais chiffres. Alors le chiffre précis, c'est 56 000 euros et 56 000 euros 40. J'avais dit 40 000. Voilà, pour toute la charte graphique. Et on sait aussi que 200 000 euros ont été payés par la région et par la métropole à un cabinet privé pour rédiger le dossier de l'IDEX. Oui, ça, c'est-à-dire simplement pour expliquer en quoi nous étions brillants et excellents. Mais ce type de rédaction, c'est classique maintenant. C'est devenu un classique dans la plupart des universités. C'est-à-dire que les universitaires, évidemment, sont incapables de rédiger un dossier. Et donc, on a besoin de spécialistes de la rédaction donc pour pouvoir rédiger ce type de dossier. Voilà ce que je veux dire. C'est de la mise en forme. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est encore une fois, la vitrine. Il faut que le dossier soit bien préparé. On est dans la mise en forme. Évidemment, le cabinet d'expertise et les 200 000 euros, c'était pas pour le fond. Bien sûr que non. Enfin, je dis le fond, quand on lit le dossier d'IDEX, bon, c'est quand même bon, bref, allez, on va pas. J'invite les auditeurs anglophiles à aller se le procurer, puisque rappelons-le qu'il a été rédigé en anglais. C'est une obligation de nos gouvernants français, et le dossier devait être rédigé et déposé en anglais. C'est l'excellence, on parle plus français. Comme si pour parler français ça fait plouc maintenant, je ne sais pas, enfin bon voilà. Et donc je l'invite à aller consulter ça sur le site de l'Université de Lille, il est à disposition, c'est 80 pages qui ne disent pas grand chose, mais enfin en tout cas mise en forme, mise en page avec tout un tas de choses, et c'est ces 200 000 euros qui ont été facturés à la région pour le dossier IDEX. Et je reviens sur le logo, donc c'est le logo de l'Université de Lille, ce grand logo unificateur qui a donc rose, pour ceux qui ne le connaissent pas, un rose Fuchsia. Voilà, fuchsia. Je cherchais le mot. Merci. Sur les cartes étudiants. Fuchsia, c'est le mot. On va faire le rose de l'Union syndicale. Et qu'il vient, rappelons-le quand même, s'agissant de l'Université Lille 1, il vient 5 ans seulement après une révision complète de la charte graphique de Lille 1 qui avait déjà changé dans les années 2009-2010, je ne sais plus exactement, c'est pareil, mais dans ces eaux-là. À peu près, ouais. Voilà. Et à nouveau, alors là, ça avait été un travail plutôt intérieur. En 2009-2010, il n'y avait pas eu, mais ça avait quand même coûté, ceci dit, de l'argent, parce qu'après, on balance au pilon des
des tonnes et des tonnes de papier, qui a parlé de la Oui, COP21 tout à des fait, arbres, oui, parce ils que ont maintenant, il balancé n'y a plein plus de mon logo. Alors, ils sont taqués là-dessus. À Detroit, ils Alors ont là, balancé des centaines et des centaines oui. parce qu'il n'y Attention, avait il pas ne de faut même plus logo. utiliser, plus personne n'utilise le logo. Oh là là, cachez-moi ce logo que je ne veux pas voir, c'est l'ancien, je veux plus voir que le nouveau. Alors là, ils dépensent une énergie, mais alors phénoménale à ça. Et à la limite, bientôt, il y aura des sanctions pour le malheureux travailleur qui aura oublié que c'était plus l'université de Lille, que c'était l'autre logo, etc. C'est absolument affligeant. C'était un rappel salutaire sur une toute petite partie du coût de la vitrine. Oui. J'avais une petite information, qui ne concerne pas forcément l'université, mais bien sûr, ici, nous sommes aussi là pour donner des informations qui peuvent être capitales pour notre avenir. C'est selon le Canard enchaîné, bien sûr, je pense dans son édition d'hier, qui nous donne l'information suivante, c'est que le gouvernement français, donc M. Hollande, aurait déposé et a donné le 4 janvier en fait son accord pour un projet de loi qui autoriserait le retour complet de la France dans le cadre de l'OTAN. Alors je vous rappelle que l'OTAN, c'est le... donc vous savez tous l'organisation du traité Atlantique Nord, voilà. Qui était déjà partiellement revenu avec la France était revenue dans le commandement de l'OTAN. Mais maintenant, c'est carrément l'intégration complète. Alors, par rapport à cette décision, je rappelle quand même une chose, c'est que M. Hollande disait à propos justement de la décision de Sarkozy de revenir dans le haut commandement de l'OTAN, de dire que dans toute démocratie digne de ce nom, c'est lui qui parle, c'est François Hollande, de tels arbitrages auraient été rendus après un vaste débat dans le pays. Donc ça, c'est M. Hollande. Il a dit la même chose sur des chances de nationalité. Fin 2008, voilà. Sur Sarkozy. Rappelons. Mais nous sommes là pour rappeler, rappeler les choses qui ont été dites. Tout à fait. Oui. Voilà, donc une information qu'il faut avoir à l'esprit et puis. Alors moi aussi j'ai une petite news. Donc on a parlé élitisme, on va continuer en parlant de l'IEP. Voilà. Ou désolé. C'est Sciences Po. On avait Sciences Po. Sciences Po Lille, donc Sciences Po on avait voilà. Comme on n'avait pas encore parlé d'extrême droite, puisque je n'ai pas le droit de dire le mot facho, on va en parler maintenant. La dernière actu que nous avons, nous, c'est que dans les personnalités extérieures de notre CA, va être nommé comme représentant de la région ce cher Gérald Darmanin, qui est un ancien de Sciences Po Lille et qui est surtout le député maire de Tourcoing. Qui est maintenant élu à la région, qui est maintenant élu à la région en plus, donc il cumule 3 postes et au transport. Et donc qui, rappelons-le, avait dit que Christiane Taubira était un tract ambulant pour le FN et qui mène une politique anti-Rome. Ça, c'est les trucs les plus choquants parce que bien sûr, il fait une politique super à droite en plus, de gentrification. La vidéosurveillance dans le métro, le flicage généralisé, des portiques, la chasse aux pauvres. Quoi. Voilà. Et qui avait aussi en 2014, je crois, menacé la LDA, la Ligue des droits de l'homme, de leur supprimer leurs subventions. Ça rappelle Hénin Beaumont un peu. Voilà. Notamment parce que l'utilisaient pour aider les Roms. Ouais, je sais plus exactement comment c'était passé, mais voilà. La Ligue des droits de l'homme avait défendu les populations roms qui menaçaient d'être virées. Donc voilà, donc nous on appelle à un rassemblement devant le CA demain à 9h pour protester contre cette nomination et pour qu'on propose quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Contre le cumul des mandats, c'est ça ou non, juste parce qu'il est d'extrême droite. Non, il n'est pas d'extrême droite, il est parti RPR. Il est chez les Républicains. Républicains. J'appelle RPR, mais bon. J'en suis resté là, moi. Entre les deux. Faut quand même pas dire que le RPR est d'extrême droite. En tout cas, on peut aussi dire que Manuel Valls est de gauche, mais. Non, il n'est pas de gauche. Non. Arrête au Parti Socialiste. Autant que Gérald Darmanin est chez les Républicains. Il est de droite, on va dire, il est de droite. Il est de droite dure, ouais. La droite dure. Ouais. Bon, bref, on va pas. Et par contre, puisqu'on parle des représentants à la Commu, rappelons que les 3 représentants du monde économique, habituellement ça serait réparti entre employeurs et représentants des syndicats, les 3 représentants à la Commu sont 3 patrons, dont la patronne de La Redoute, qui a fait un plan de licenciement il y a quelques années. Voilà. Et il y a 0 représentant des travailleurs. Voilà la nouvelle démocratie de la grande Commu Lille-Nord-de-France. On avait dénoncé ça dans un de nos communiqués aussi. En effet. Voilà, ça continue. Ça, par contre, oui, c'est pas une affaire, c'est bien une affaire de dire que les travailleurs sont petit à petit éjectés des espaces de discussion, pas de direction, parce que le CA de la Commu, de toute façon,
n'est pas du tout démocratique. C'est un peu comme le Parlement indonésien. Il y a la moitié des membres du CA de la commune de l'île Nord-de-France qui sont dévolus d'entrer à l'armée, puisque ce sont des personnes nommées. Il n'y a que l'autre moitié qui sont vraiment des personnes élues. Donc de toute façon, il n'y aura jamais de décisions qui pourront être remises en cause. Voilà. Et oui, voilà. Et peut-être pour terminer, un petit mot sur les... Oui, pour terminer, désolé Jean-Marc. Désolé, on a passé une chanson, on a perdu au moins 3 minutes 10. Et pour terminer, donc, sur les bourses du travail, les bourses du travail sont de plus en plus remises en cause partout sur le territoire, mais en particulier à Lille avec Martine Aubry qui réclame maintenant la signature d'un bail. Et donc la prise en charge par les syndicats de nombreuses charges dues à cette signature. Syndicat qui, rappelons-le, n'avait pas demandé à aller là-bas. Hein. Ouais, oui, déjà, un déménagement forcé. Il faudra un déménagement forcé. Tempéré ils sont quand même mieux logés que oui, l'ancienne bourse du travail, le Barthélemy de l'épaule. Parce que c'était quand même des bâtiments qui étaient en train de tomber en ruine. Ils n'étaient plus entretenus par la mairie non plus. Tout à fait. Ceci dit, là, la mairie. Et alors, du coup, il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement pour du coup se dénoncer cet état de fait. C'est quand déjà C'est demain matin. Demain matin devant l'hôtel de ville. Non, c'est demain soir. Demain soir, pardon. Devant l'hôtel de ville à 16h30 ou 17h, il me semble. C'est en fin de journée. C'est 16h30 pour le tractage et 17h pour le rassemblement. Et l'ensemble des syndicats a demandé via un tract à Martine Aubry à être reçu pour mettre enfin les choses au clair. Parce que c'est une chose qui traîne depuis un moment. C'est une pratique qui se généralise dans d'autres mairies, à Toulouse, à Nice, à Grenoble, on en a parlé. Et rappelons que c'est historique, le fait que les bourses du travail sont étroitement associées aux municipalités depuis le 19e siècle. Et c'est pour ça que c'était les municipalités qui prenaient en charge l'accueil des organisations syndicales interprofessionnelles, puisque d'où le nom de bourse du travail. Hein. Ça tombe pas du ciel, c'est pas du tout, c'était pas des tractations sordides. Non, c'est étroitement lié à la naissance et à la construction du mouvement ouvrier en France. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, en fait, rappelons quand même la question des goodyears, donc la pétition qui circule. Hein, je pense qu'on a dépassé le cap des 150 000 signataires au niveau national. Donc, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas signé à la signer et puis surtout à la faire signer, sur Internet. Donc, il suffit de taper les 8 de Goodyear et vous tomberez sur la pétition de toute façon. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Les munitions, l'artillerie, braquées, comme sur les positions, bouge-les, comme un écart, je les défends.